好きなだけふざけてりゃいいさ。だが能力が世界を制することはない。ロジャーが能力者じゃなかったように、覇気だけが全てを凌駕する。Dans l'intrigue tentaculaire de One Piece, chaque île visitée, chaque affrontement et chaque révélation installe un fragment d'un gigantesque puzzle. Convaincus depuis Marineford de tout connaître du Haki, nous découvrons que l'auteur cachait encore une carte dans sa manche. Alors que l'histoire approche de son point d'orgue, une vérité incontournable émerge. Avant que l'orage final ne s'abatte, l'équipage et son capitaine promis au titre du roi des pirates doivent parchever sa mutation. Dès lors, plusieurs questions brûlantes s'imposent. Comment les Mugiwara dépasseront-ils leurs limites pour sceller leur acquis dans la chair de leurs adversaires? Quelles techniques permettront à Zoro de prolonger définitivement son aura dans l'acier pour créer une lame noire? Comment Joy Boy a-t-il enfermé sa volonté dans un nœud? Et comment les poneglyphes, nés de ce même mystère, défient-ils toujours la destruction? Le manga fonce vers son acte final, et tandis qu'Oda garde ses ultimes cartes sous clé, il dissémine déjà des indices essentiels. En reconstituant ces éclats, nous pressentons qu'Elbaf deviendra l'enclume où les chapeaux de paille apprendront à imprégner leur acquis pour l'éternité. Si vous brûlez d'éclairer ce plan capital du pouvoir de volonté, restez à bord. Nous passerons au crible chaque indice, confronterons les théories et illuminerons les zones encore inexplorées de cette saga. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie. Si vous êtes passionné par One Piece et que vous aimez explorer les théories les plus audacieuses pour découvrir la vérité, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Activez la cloche pour recevoir les notifications et laissez un commentaire. Merci à ceux qui prendront le temps pour tout cela. Allez, bonne vidéo! Le haki que Gaban vient d'utiliser pour trancher Sommers est quelque chose que nous avons déjà vu auparavant. En fait, c'est quelque chose que nous avons vu plusieurs fois tout au long de l'après-ellipse. Ce n'est pas le Ryuo, ce n'est pas le haki des rois avancés. Non, ce que Gaban vient d'utiliser est quelque chose qui répond également à toutes les autres capacités de haki inexpliquées après l'ellipse. Pourquoi certaines lames se pétrifient dans un noir éternel? Comment Joy Boy a-t-il enfermé son haki dans un simple nœud intact après 8 siècles? D'où les poneglyphes tirent-ils leur immuabilité défiant même le temps? La réponse converge dans ces faits, l'infusion permanente du haki. À bien y regarder, les indices étaient partout. Les plus grands guerriers ne se contentent pas d'envelopper leur coup d'aura, ils gravent leur volonté dans la matière même jusqu'à ce que celle-ci ne puisse plus s'en défaire. Ainsi naît la lame noire, ainsi survit le nœud chargé par Joy Boy, ainsi la pierre ordinaire devient poneglyphe. Et c'est par ce même principe que l'on peut stopper la régénération. Nous avons vu des preuves de cette infusion permanente de haki tout au long de l'après-ellipse. Gaban n'est pas le premier à exhiber ce pouvoir sur un champ de bataille. Démonstration éclatante que, face à l'immortalité, frapper plus fort est inutile si le haki s'évapore aussitôt. Seul un haki laissé en dépôt dans la plaie peut éteindre la faculté de renaître. Voici donc le palier qui attend les protagonistes. Luffy devra apprivoiser le sceau indélébile que Joy Boy maîtrisait déjà. Zoro, pour que ses sabres s'obscurcissent à jamais, devra apprendre à faire couler son haki jusqu'au cœur de l'acier. Et quiconque ambitionne d'abattre un chevalier divin ou un Gorosei devra impérativement s'approprier cette même écriture invisible pour contrer la régénération, l'infusion permanente de haki. Décomposons maintenant comment il s'agit d'une capacité qu'Oda nous tease et construit tout au long de l'après-ellipse. Et comment cela explique clairement comment Gaban a pu empêcher même un soldat immortel de se régénérer. Comprendre ce que Gaban et Sommers révèlent aujourd'hui exige un retour avant l'ellipse, à l'instant précis où Rayleigh et Kizaru se font face. Durant la toute première moitié de l'aventure, deux énigmes s'entrelacent sans jamais se résoudre. D'un côté, le casse-tête des Logia, ses adversaires faits de fumée, de sable, d'électricité ou de glace, aussi intouchables qu'invincibles. Les coups les traversent, les épées les ignorent, seule une rare faiblesse élémentaire peut briser leur arrogance. Et encore, au prix de circonstances idéales. De l'autre, une faculté diffuse et presque indicible. Shanks, qui d'un regard repousse un roi des mers dès le premier chapitre, les prêtres de Skypiea capables de pressentir l'avenir et d'entendre des voix que nul d'autre n'aperçoit, et des silhouettes qui, par leur présence, font vaciller des foules entières. Une puissance invisible, jamais nommée, mais toujours suggérée. La grande question avant Ellipse n'était donc pas de trouver plus de force brute, elle était de découvrir comment infliger la moindre blessure à la lumière ou au magma. On devinait qu'une solution existait, car certaines figures de l'ombre semblaient taillées pour dépasser ces géants élémentaires. Pourtant, le chemin restait invisible. Ainsi se dressait la première moitié du mystère, l'invulnérabilité des Logia. L'autre moitié demeurait cette brume de signes, la mer qui se soumet, les voix lointaines, les masses foudroyées d'un souffle.
Nous contemplions les pièces d'un même puzzle sans savoir qu'elles s'assemblaient déjà, prêtes à révéler un mot qui, alors, n'avait encore jamais franchi nos lèvres. Le jour où Rayleigh croisa Kizaru, les deux énigmes jusque-là distinctes fusionnèrent sous nos yeux. Kizaru personnifiait l'impasse absolue. Comment toucher un corps fait de lumière? Rayleigh, lui, venait à peine de prouver l'existence d'une force invisible en foudroyant la salle des ventes d'un simple souffle. Quand leurs lames se rencontrèrent, il accomplit ce qu'aucun chapeau de paille n'avait encore réussi. À la seule puissance de sa volonté, il stoppa la lumière, la coupa, et révéla que ce pouvoir insaisissable portait un nom, le Haki. La route des héros venait de bifurquer, il leur faudrait alors apprivoiser cette énergie que l'auteur leur murmurait depuis le premier chapitre. Aujourd'hui, Oda fait jouer la même partition, mais transposée après l'ellipse. Face à Gaban, Somers incarne le nouveau dilemme. Non plus l'intangibilité, mais une régénération parfaite. Les ailes d'Imu, le Gorosei et les chevaliers divins réparent leur chair avant même que la douleur n'existe. Le problème n'est plus de toucher, mais de laisser une cicatrice qui demeure. La régénération est devenue le logia d'une ère nouvelle. Et Gaban, comme Rayleigh autrefois, tient déjà la clé de son annulation. Même Luffy, d'ordinaire prompt à briser l'impasse par la force, détourne le regard faute d'issue. Frapper ses adversaires ne sert à rien lorsque la chair se referme aussitôt. De la même manière que Rayleigh avait percé le secret des logias en stoppant Kizaru, Gaban vient de figer Somers et d'exposer l'antidote à la régénération. En réalité, Oda nous soufflait déjà la réponse depuis l'ellipse. Indice disséminé d'un pouvoir encore sans nom, miroir exact du Haki qui neutralisa jadis les corps intangibles, ce que Gaban vient d'exécuter s'enracine dans ce même fil invisible, l'infusion permanente du Haki. Repassez en mémoire les centaines de chapitres post-ellipse. L'âme noircie à jamais sans rapport continu d'aura, ou Haki enfermé dans un simple nœud prêt à jaillir 8 siècles après, autant d'échos qu'on croyait isolés et qui, ensemble, dessinent la capacité de graver le Haki au cœur de la matière pour qu'il n'en parte plus. Voilà le pouvoir qu'Oda insuffle lentement à l'histoire. Un Haki définitif, scellé, dont l'effet perdure. Reste à comprendre le mécanisme précis. Comment Gaban a-t-il imprimé sa volonté dans la chair de Somers au point d'interdire toute régénération? L'immortalité des chevaliers divins et des Gorosei conférés par Imu, dont l'immortalité découle probablement de l'Ope-Ope-no-Mi. En principe, le Haki ordinaire suffit à contrer un fruit du démon. Il traverse les logias et bloque leurs effets. Mais la régénération de ces soldats divins échappe à cette logique. Leur faculté s'enclenche seulement après l'impact. Une fois que le flux de Haki étranger n'irrigue plus la blessure, à cet instant, leur pouvoir reprend ses droits et referme la plaie. Imaginez pourtant que l'empreinte du Haki demeure incrustée dans la chair. Qu'un résidu d'aura persiste au point de contact, alors, comme pour un fruit contrarié, la régénération se trouve court-circuitée. Un tel scénario n'est possible que si l'adversaire s'est laissé derrière lui un Haki impérissable, une volonté qui refuse de s'effacer. Et cette hypothèse éclaire soudain 4 énigmes majeures. Le nœud de Joy Boy qui pulse encore après 8 siècles, les lames noires figées dans l'acier, l'aura d'Oden prisonnière d'Enma et la pierre ordinaire devenue poneglyphe, inaltérable depuis 800 ans. Commençons par le nœud de Haki de Joy Boy. Ce nœud de Haki défie tout ce que nous pensions connaître. Infuser son aura dans un objet n'a rien d'inhabituel. Les guerriers le font chaque fois qu'ils endurcissent leur lame de Haki. Mais tant que l'utilisateur ne nourrit plus l'objet, le Haki se retire et la matière redevient banale. Joy Boy, lui, a tressé son Haki dans un simple nœud et la flamme n'a jamais vacillé. 8 siècles ont passé sans qu'aucune étincelle ne s'éteigne. Lorsque la corde a cédé, l'éruption fut aussi dense, aussi vive qu'au premier jour. Il a donc su couler sa volonté en un sceau inaltérable. Si un tel verrou est possible, alors transporter cette idée au combat, qu'un guerrier plante une estoc faite d'un Haki qui ne s'évapore jamais. La plaie deviendrait un puits de volonté étrangère, empêchant toute cellule de se refermer. Face à une telle blessure, même la régénération la plus divine se retrouverait condamnée, prisonnière d'un Haki qui refuse de partir. Abordons maintenant la question des lames noires. Plusieurs indices confirment que nous touchons le prochain palier du Haki. Ces armes noires constituent sans doute le thème le plus commenté actuellement lorsqu'on parle de Haki, et elles reposent vraisemblablement sur le même principe que le nœud de Joy Boy, une infusion permanente de Haki. Leur résistance extrême vient justement de cette empreinte indélébile. Obtenir une lame noire définitive est une prouesse réservée aux bretteurs d'élite, et Zoro devra très vite acquérir ce savoir alors que nous approchons du dénouement. Il semble que la méthode est exactement celle que nous venons d'observer, sceller le Haki pour toujours dans la matière. Il est très plausible qu'il s'agisse de la même technique que Joy Boy employa pour son nœud, consistant à ancrer son Haki de façon définitive. Le plus haut degré de l'escrime consisterait donc à fixer son Haki dans ses sabres pour les noircir à jamais. Cela éclaire également la raison pour laquelle Kaido percevait encore l'esprit d'Oden dans Enma. Même si Oden n'a jamais achevé la transformation d'Enma en lame noire, il n'était peut-être qu'à un souffle de le faire. Oda suggérerait ainsi, depuis longtemps, qu'un Haki pérenne peut imprégner n'importe quel support.
Bien qu'Oden ait disparu depuis des décennies, un reliquat tangible de son haki demeure scellé dans l'épée. Il est nullement question de dire que Zoro exploite l'aura d'Oden. Le manga précise qu'Enma ne fait qu'extraire le propre haki de Zoro. Je souligne seulement que la présence spirituelle d'Oden est toujours décrite comme imprégnant la lame. À l'époque, ce détail paraissait inexplicable, faute de précédent, mais il devient cohérent dès lors qu'on admet qu'il s'agissait déjà d'un indice. Un haki peut subsister même lorsque son détenteur ne l'alimente plus. C'était l'avant-propos de l'exploit que réaliserait un arc plus tard le nœud saturé de Joy Boy, et le clin d'œil discret à la forge des lames noires. Entre ces sabres éternels obscurs, la rémanence d'Oden dans Enma et le nœud préservé de Joy Boy, Oda répète qu'un maître accompli peut ancrer son haki pour toujours dans la matière. Ce que Gaban vient d'accomplir constitue la première application offensive de ce principe. Déposer dans la chair une empreinte de haki persistante, annihilant toute régénération ou tentative de guérison. D'ailleurs, parlons un instant de la notion de lame maudite, introduite dès Is Blue. À l'époque, l'idée d'une épée assoiffée de sang semblait révéler du folklore. Un sabre hanté qui réclame le malheur de quiconque l'empoigne. Pourtant, replacé dans la perspective de l'infusion permanente du haki, ces légendes prennent soudain un sens technique. Imaginez de très grands bretteurs, affrontement après affrontement, déversant leur haki dans leurs armes avec une intensité colossale et une fréquence telle que l'acier finit par en être littéralement saturé, mais pas suffisamment pour que leur arme se soit éveillée en lame noire. Soit parce que ces derniers n'étaient pas assez puissants pour en arriver là, soit car ils n'avaient pas la notion de haki permanent. Des années, voire des décennies plus tard, ces lames continuent de rayonner de cette volonté résiduelle. Elles vibrent, refusent d'être domptées par une poigne ordinaire, et peut même tester la détermination de son nouveau porteur en drainant involontairement son énergie. Pour un combattant ignorant de ces principes, cette réaction semble surnaturelle. La lame s'accroche, glisse hors du fourreau, cherche le sang. D'où la conclusion hâtive et la crainte populaire qu'il s'agit d'une malédiction. En vérité, ce n'est qu'un effet secondaire mécanique. Un trop-plein de haki incrusté qui confère à l'épée une personnalité propre, sans pour autant l'avoir poussée jusqu'au stade ultime de la lame noire. Ce phénomène explique donc pourquoi Enma, 20 ans après la mort d'Oden, pulse encore de son aura. L'ancien Daimo ne l'a jamais officiellement transformée en lame noire, mais l'a saturée d'une telle volonté qu'elle conserve son empreinte même 20 ans après. Les sabres déclarés maudits ne seraient donc pas maléfiques par nature, ils hébergent simplement un reste immense de haki, de volonté, de leur précédent maître à l'instar d'Oden. D'ailleurs, en parlant d'Oden, et si certaines cicatrices dans One Piece n'étaient pas de simples blessures physiques, mais les traces profondes d'une volonté qui ne s'efface jamais. Lorsqu'Oden affronte Kaido, il parvient à lui affliger une blessure que personne d'autre ne lui avait jamais laissée. Une cicatrice profonde, unique, que Kaido porte encore 20 ans plus tard. Mais ce qui frappe, c'est que cette cicatrice ne se contente pas de rester visible, elle semble réagir. Elle ne le fait pas souffrir en permanence, mais lorsqu'il pense à Oden, lorsqu'il ressent sa présence, que ce soit à travers Enma tenue par Zoro ou l'apparition des fourreaux rouges, la douleur ressurgit. Comme si cette marque était bien plus qu'une simple entaille dans la chair. Ce qui correspond bien à l'idée ancrée qu'une volonté puisse survivre à la mort d'un personnage. De la même manière, Luffy, blessé à la poitrine par Akainu alors qu'il était inconscient, se tient la cicatrice sur l'île des hommes poissons dès qu'on lui parle de l'amiral en chef. Une douleur soudaine et sans raison apparente. Et là encore, il ne s'agit pas d'un traumatisme mental. Luffy ne semble même pas savoir consciemment que c'est Akainu qui lui a infligé cette blessure. Ce qu'on observe dans les deux cas, c'est qu'un coup porté avec une volonté suffisamment puissante, un haki d'une intensité extrême, semble laisser une empreinte durable dans le corps d'un adversaire. Non pas une empreinte visible uniquement, mais une trace énergique, une sorte de rémanence de la volonté de l'assaillant, capable de provoquer une douleur fantôme bien des années après le combat. Une cicatrice marquée non seulement par la force physique, mais par l'âme même du combattant. Un sceau, une mémoire du haki, et à ce niveau, le haki devient bien plus qu'un outil de combat. Il devient une force capable de graver également sa présence, sa volonté dans les êtres vivants eux-mêmes. Les grands pirates qui, d'un simple regard infusé de haki, imposent leur volonté aux monstres ou animaux comme le serpent des mers, Motobaro, le bœuf de Duval, ou Surume, le colossal kraken des profondeurs, qui deviennent serviables et obéissent à leurs ordres sur la durée. On peut aussi parler du cas de Garp qui a frappé Don Shinjao avec tant de force qu'il lui a déformé le crâne de façon permanente. Et ce n'est que bien plus tard que Luffy, avec un coup de poing lui aussi infusé de haki, lui a restauré sa forme. Même si pour ce cas, il semble qu'il s'agisse plus d'une déformation de son crâne. Mais je trouvais quand même intéressant de le mentionner au cas où. Enfin et surtout, parlons des poneglyphes indestructibles. Le concept de l'infusion permanente de haki permettrait d'expliquer le tout premier et le plus grand mystère de One Piece, les poneglyphes. Ils sont établis comme étant indestructibles, ce qui n'est jamais expliqué. Comment ces pierres,
vieilles de 800 ans, peuvent-elles être indestructibles par nature? Aucune explication ne nous a jamais été donnée. Est-ce dû au matériau dans lequel elles sont taillées? Si c'est le cas, quel matériau cela pourrait-il bien être? Nous sommes allés sur Wano, là où les poneglyphes ont été créés, et aucun matériau invincible n'a jamais été mentionné. Et plus important encore, si les pierres des poneglyphes sont vraiment indestructibles, alors comment le clan Kozuki a-t-il pu y graver des textes aussi longs? Comment ont-ils pu tailler des romans entiers dans ce qui serait sinon une pierre incassable? Et ensuite, pendant 800 ans, personne, pas même les plus puissants agents du gouvernement mondial, n'a jamais pu érafler ces pierres. La réponse simple est la suivante. Les pierres ont été rendues indestructibles après que les textes aient été gravés. Les poneglyphes ne sont pas des roches indestructibles par nature. Ce sont des messages gravés sur des pierres ordinaires qui deviennent indestructibles après qu'on y ait infusé du haki. Réfléchis-y un instant. Chaque poneglyphe n'est rien d'autre qu'un message que Joy Boy a confié au temps. Le clan Kozuki en a ciselé les signes, mais toujours au nom de ce souverain disparu. Joy Boy possédait alors le plus puissant haki jamais connu, et les récents indices prouvent qu'il savait en imprégner durablement la matière pour qu'une part de sa volonté survive au siècle. Soucieux de transmettre une vérité éternelle, il fit graver ses tablettes par les maîtres forgerons de Wano, puis scella personnellement son haki dans chacune de ses pierres, avant que Lily ne les disperse aux 4 horizons. Cet haki pérenne rend désormais ces pierres inviolables. Aucun amiral, aucun Yonko, aucun Gorosei, pas même Imu n'est capable d'en altérer la surface. Ni les siècles d'érosion, ni les marées, ni la rage des armes antiques ou des armes modernes n'ont même égratigné ces monolithes. Car le haki infiltré bloque la moindre tentative de rupture au niveau moléculaire et repousse toute vibration destructive. Voilà pourquoi aucun poneglyphe n'a jamais été trouvé ébréché. Ils demeurent aujourd'hui encore tels qu'ils étaient il y a 800 ans. Et c'est précisément pour cela que le don de leur lecture est si redouté. Puisque les récits sont indélébiles, le gouvernement mondial n'a qu'un moyen de les faire taire, et c'est simplement de supprimer ceux qui peuvent les déchiffrer. Tout cela se noue à la perfection. Le secret des poneglyphes, le secret du nœud de haki, le secret des lames noires, et même le secret de l'empreinte d'Oden dans Enma. Tout converge vers une vérité unique, le haki peut se fixer pour toujours. Jusqu'alors, nous ne l'avions observé qu'infusé dans des objets. Or, Gaban vient d'établir que cette permanence peut devenir une arme. Il a laissé sur Sommers une balafre saturée de haki, réplique exacte du geste de Rayleigh face à Kizaru. Nous avons déjà croisé quantité d'exemples de haki, mais Gaban est le premier à démontrer que cette propriété peut passer à l'offensive pour de vrai face aux chevaliers divins. Cette première estoc de haki impérissable s'avère être la clé qui neutralise la régénération absolue de l'après-ellipse, tout comme le haki classique avait jadis percé l'intangibilité des Logia. Voilà la voie que nous guettions, un sentier pour que les Mugiwara franchissent un nouvel échelon de puissance. Kaido avait prévenu Luffy qu'il existait encore des paliers de haki à gravir pour atteindre Roger. Un ancien compagnon du roi des pirates vient d'en fournir la preuve. C'est également la réponse à la manière dont Zoro métamorphosera ses sabres en lame noire. Ainsi s'ouvre désormais un passage permettant à de multiples protagonistes d'abattre les Gorosei, les chevaliers divins, voire même Imu, quand s'allumera l'ultime conflit et scellera à jamais l'avenir des mers libres. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Alors dites-moi dans les commentaires si vous croyez que Gaban a bel et bien utilisé l'infusion permanente de haki pour blesser Sommers. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à la partager autour de vous, à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines théories. Vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok, Instagram et Twitter, car c'est gratuit, ça fait plaisir et ça m'aide à grandir. Tous les liens sont en description. Merci à ceux qui le feront et